7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Maud Koffler. La France se trouve aujourd'hui à la croisée des feux entre le conflit russo-ukrainien et les répercussions du conflit israélo-palestinien. L'armée française serait-elle prête aujourd'hui à entrer en guerre ? Nous allons faire une revue des troupes, des moyens budgétaires et matériels de notre armée avec nos deux invités, Nicolas Dhuicq et Jacques Augard. Bonjour messieurs. Bonjour. Jacques Augard, vous êtes ancien officier supérieur de l'armée française ayant participé à de nombreux conflits en Afrique et en Europe, auteur de La guerre en Ukraine, regard critique sur les causes d'une tragédie parue aux éditions Hugo Doc. Et Nicolas Dhuicq, que nous allons avoir au téléphone dans un instant, est ancien député LR. Nicolas Dhuicq, vous êtes avec nous ? Oui, bonjour. Ah, bonjour monsieur, pardon. Vous êtes ancien député LR de l'Aube, auparavant membre de la commission de la Défense nationale et des Forces armées à l'Assemblée nationale. Le 26 février 2024, Emmanuel Macron évoquait un éventuel envoi de troupes au sol en Ukraine, provoquant surprise et critique forcément. Mais l'armée française pourrait-elle soutenir un tel effort de guerre ? Depuis plusieurs décennies, ses plus hauts cadres ne cessent d'alerter sur la baisse des moyens consacrés à la défense du pays. Jacques Augard, envoyer des troupes en Ukraine, c'est une opération suicide ? Pour moi, c'est une gesticulation verbale et j'espère qu'elle ne sera pas suivie d'effets concrets sur le terrain parce que ce serait, à mon avis, une très très lourde erreur. D'abord, ça nous impliquerait directement maintenant dans un conflit dont on ne sait pas ce qui va devenir, dont il pourrait prendre des proportions extrêmes et par ailleurs, notre armée n'a pas les moyens, comme vous venez de le dire. Notre armée est une petite armée, une armée que j'aime beaucoup, à laquelle je suis très attaché, avec des hommes de valeur, des femmes de valeur aussi, et qui cultive des valeurs de dévouement et de patriotisme indiscutablement, mais elle est faible par le nombre. On parle de la masse, vous savez, qui a été évoqué d'ailleurs dans un certain nombre de rapports parlementaires, dont Nicolas pourra nous parler éventuellement aussi. Et je pense que au-delà de la masse, il y a aussi ce problème de matériel. Je prends l'exemple d'une compagnie d'infanterie sur Griffon, normalement, dans un régiment à 4 ou 5 compagnies d'infanterie, il y a actuellement de quoi équiper une compagnie seulement sur 5. Donc on voit très bien le véhicule de combat de l'infanterie. Donc on voit très bien les limites de tout ça. Je pense qu'il y a beaucoup de gesticulation verbale, à mon avis parfaitement irresponsable et grave, parce que on joue pas à ce jeu-là, on joue pas à la guerre, on n'est plus dans la cour de l'école. Il s'agit de quelque chose de très sérieux. Et donc je pense qu'on n'en a pas les moyens, on le voit bien aussi avec des moyens purement financiers. Ça a été dénoncé par la Cour des comptes, je crois, il y a 2 ou 3 ans. Il nous faudrait au moins 20 ans, ou 25 ans, ou 30 ans pour remonter l'armée française à la hauteur d'une armée capable de s'engager dans une affaire de haute intensité. Pour l'intervention rapide dans le monde, elle a toujours su faire, mais ce n'est pas de ça dont il s'agit aujourd'hui. Nicolas Dhuicq, pour vous aussi, ce sont des gesticulations verbales ? Oui, soit vous décidez, comme ça pouvait être le cas dans des théâtres d'opération, tout en saluant Jacques, si vous me permettez, oui. Comme la Syrie, où vous pouvez envoyer des commandos, mais en général, l'attitude normale, c'est la dénégation. Et dans ces cas-là, vous n'êtes pas face à un adversaire comme l'armée rouge, qui est une armée entraînée, qui a l'effet de masse, et qui se bat pour ce qu'elle pense être, comme du côté ukrainien, une question vitale, puisque pour toute cette affaire, il faudrait simplement relire Zbigniew Brzezinski et comprendre quelle est la grande stratégie américaine depuis plusieurs décennies, qui consiste en fait à priver la Russie de l'Ukraine, la Russie, elle, considérant que l'Ukraine est une de ses provinces. Alors, faire ce type d'annonce dans un moment où les tensions peuvent être extrêmes, c'est rajouter de l'huile sur le feu pour un résultat militaire nul, parce que même envoyer quelques hommes à Odessa, je ne vois pas l'intérêt. Qu'il y ait éventuellement des conseillers militaires, qu'il y ait fatalement des gens de l'industrie de la défense qui franchissent la frontière parce que je ne vois pas comment autrement les Ukrainiens pourraient être approvisionnés. Certes, mais dans ce cas-là, l'habitude, c'est la dénégation et non pas la gesticulation qui donne un prétexte éventuellement à l'adversaire de vous frapper. Parce que jusqu'à présent, la Russie, par ses moyens aériens, qui ne sont pas forcément en aussi bon état que ce qu'on peut imaginer, du moins pour l'entraînement de ses pilotes de chasse, s'est retenu de frapper plus loin que sur le territoire ukrainien. Donc je pense que j'ai été, comme beaucoup, très très surpris de voir le chef de l'État, le chef des armées, employer ce type de propos et de phrases. Je trouve que je regrette là des présidents de la République qui, quel que soit leur bord politique, avaient une culture historique et
Il savait de quoi il parlait, malgré les excellents conseillers dans les officiers supérieurs qui entourent le chef de l'État. Jacques Hogar, c'est une erreur de communication aussi? Je ne sais pas ce qu'il y a dans sa tête, il est parfois un peu compliqué à comprendre, notre président. Mais en tout cas, oui, je pense que c'est une grave erreur de communication. Je reviens d'un petit pays d'Europe centrale qui est la Serbie, qui est positionné entre l'Union européenne et la Russie, son grand frère. Je vois l'effet, j'ai rencontré à cette occasion un certain nombre de personnalités russes. Je vois l'effet que ça fait, c'est la radicalisation d'un état d'esprit anti-français. Or, la France n'a rien à voir dans cette affaire. Nous ne sommes pas l'ennemi de la Russie, nous ne sommes pas non plus l'ennemi de l'Ukraine. On aurait dû avoir une position d'équidistance entre les deux blocs belligérants que sont les États-Unis finalement et la Russie. Et on s'est impliqué dans l'OTAN, l'OTAN que Nicolas Sarkozy Nicolas Sarkozy nous a fait rejoindre le commandement intégré, que le général de Gaulle nous a fait quitter en 1966. Ça, je le regrette profondément, parce qu'il y a une sorte d'asservissement de la France et de l'armée française à l'OTAN. Or, l'OTAN, je persiste à le dire, pour moi, est un tigre de papier. C'est-à-dire que c'est une alliance très communicationnelle, très théorique, très virtuelle, dont je demande à voir les effets sur le terrain. Je pense que face à l'armée, que je n'appellerai pas rouge, comme vient de le faire Nicolas, si tu permets Nicolas, mais l'armée russe d'aujourd'hui, parce que je pense que les choses évoluent aussi, et c'est aussi pour ça qu'il y a une espèce d'incompréhension et de position aussi radicale chez les uns ou chez les autres. Je pense qu'on aurait vraiment beaucoup de difficultés. Je pense en plus qu'il faut évoquer quand même les missiles hypersoniques, qui sont une supériorité stratégique de la Russie aujourd'hui, sans compter la masse dont on parlait tout à l'heure, qui, à leur profit, est évident, même s'ils ont des problèmes démographiques comme les nôtres. Alors, Jacques Hogar, Nicolas Duc, on poursuit cet entretien juste après le bulletin d'actualité. Il est quasiment 8h, c'est le bulletin d'actualité d'Erika. Ligne droite. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Ici, c'est confortable. La table ronde. Messieurs, je vous propose d'écouter le témoignage d'un militaire d'Active avec qui nous avons échangé hier, et je vous ferai réagir juste après. Pour moi, il est clair et net que je ne foutrai pas un putain de pied en Ukraine. C'est même pas la peine, en fait. Je me mettrai en arrêt et je m'en bats les couilles. Parce que quand on sera tous là-bas, qui va protéger nos familles ici, en fait? Des flics qui se font cracher dessus à longueur de journée, c'est même pas la peine. Je ne mettrai pas les pieds là-bas. Parce qu'en fait, on va avoir une espérance de vie de 2 jours. Il nous a ensuite expliqué qu'il irait au bout de ses 5 ans d'engagement, puis qu'il quitterait l'armée. Vous comprenez cette réaction, Jacques Hogar ? Je la comprends parce qu'en fait, c'est quelque chose qui travaille beaucoup les esprits de nos jeunes camarades aujourd'hui. J'ai moi un contact assez fréquent avec un certain nombre de jeunes officiers, de jeunes sous-officiers, qui se posent énormément de questions et qui se disent, vous savez, la motivation, c'est essentiel dans ce métier qui est le métier des armes, qui est un métier noble parmi les plus nobles. Et quand vous avez l'impression qu'une cause est mauvaise, ou qu'on se trompe, c'est à l'origine de beaucoup de problèmes. Moi, j'ai connu ça il y a maintenant 25 ans au Kosovo. Ça m'a amené en fait à quitter l'armée parce que je me suis dit que j'avais plus ma place dans cette armée. Et je comprends très bien nos jeunes camarades qui réagissent de cette manière aussi directe. Je pense qu'il y en a beaucoup qui pensent ça. Et ça tombe mal parce qu'on est à un moment où le recrutement de l'armée de terre en particulier va très mal. Nicolas Duc, ça vous fait réagir, vous aussi, ce genre de témoignage ? Ça me fait réagir à double titre. D'abord, ça me fait réagir par rapport à la société d'aujourd'hui et au fait qu'effectivement, l'armée de terre est une armée qui fait beaucoup de contrats courts de 5 ans. Contrairement à l'armée de l'air et la marine qui investissent plus sur le long terme dans leurs contrats. Mais l'armée de terre est une armée plus nombreuse traditionnellement. Ceci dit, l'armée de terre française est à 100 000 hommes. Un ancien chef d'état-major nous avait indiqué il y a plusieurs années déjà que c'était le niveau le plus bas qui était le niveau de la France de Vichy, pour donner les comparaisons. Il avait dit, effectivement, si vous vous souvenez de cette expression fameuse, que toute l'armée de terre pouvait tenir dans le Stade de France. Mais la deuxième chose, j'ai quand même un sentiment un peu difficile parce que il y a quand même dans une armée une question de discipline. Et autant Jacques, en tant qu'officier, a eu
des questions morales qui l'honorent et a décidé que ce n'était plus sa place, comme il vient d'expliquer. Autant moi je m'interroge quand même sur le chef de corps de cet homme et sur cette liberté d'expression. Je sais que la société a changé, mais je trouve quand même qu'il y a une question de discipline par rapport à ce type de témoignage. Je pense que les choses ont été formulées de manière plus élégante. Oui. Elles m'auraient plus satisfait. Et je suis inquiet aussi pour d'autres raisons par rapport au recrutement, non seulement dans nos armées, mais aussi dans les forces de sécurité, parce que lorsque l'on a baissé autant le niveau en nombre, dès que vous devez recruter en grande quantité dans un corps, vous avez également un abaissement du niveau général. C'est ça qui m'inquiète, et Jacques avait raison. J'emploie le terme d'année rouge à dessein pour des raisons de propagande russe. De toute façon, l'étoile rouge à la fin de l'Union soviétique est restée sur la carlingue des avions de combat. Il y a toujours la revue qui s'appelle l'Étoile rouge, qui est la revue de l'armée russe, avec une très forte propagande et un patriotisme poussé à l'extrême en Russie. Mais avec aussi cette problématique humaine qui fait qu'on sait très bien les recrues qui se font tuer sur le front de l'Ukraine ne sont pas les fils de la bourgeoisie de Saint-Pétersbourg et de Moscou. Ce que c'est très bien de dire. Poutine dans la guerre a une particularité, c'est malheureux, c'est qu'elle tue des gens jeunes. Et pendant la Première Guerre mondiale, nous avions jusqu'à 3000 hommes par jour qui mouraient. On est bien d'accord, Nicolas. Hein. Donc ça, cette situation première ne doit pas faire oublier que ceux qui font la guerre, quel que soit le matériel, sont les hommes. C'est une véritable tragédie de voir autant de jeunes gens qui meurent. J'espère tout simplement que les gens que j'ai connus de l'autre côté de la frontière sont toujours vivants. C'est pas pour autant que cette guerre est une réaction intelligente. La meilleure des guerres est celle que l'on n'a pas livrée et que l'on gagne sans livrer combat, ce qu'avait fait jusqu'à présent le pouvoir russe, et je pense que cette guerre est une erreur. Mais ceci étant dit, vous vouliez parler de l'état de l'armée. Donc il faut bien différencier le niveau des personnels que vous avez entraînés, et dans certains corps il est tout à fait excellent, et le niveau du matériel. Simplement 200 chars de combat, 200 Leclerc, dont peu sont opérationnels, une armée de terre qui du temps de la confrontation au temps pacte de Varsovie comptait en division, maintenant qui compte en brigade, donc l'échelle a été diminuée de plus du tiers. Si l'on considère qu'il y avait 2 brigades par division auparavant, une flotte qui n'a que 5 sous-marins nucléaires d'attaque à l'heure actuelle sur 6 que nous devrions avoir, 16 frégates et un peu moins de 200 appareils de combat, avec un taux de disponibilité qui doit être de l'ordre des 2 tiers. Par rapport aux propos de ce jeune homme également, pour les pilotes de chasse, dans une confrontation pourtant de plaque de Varsovie, nous serions à peu près dans la même situation, tant il y a une densité de défense antiaérienne dès qu'il faut pénétrer le dispositif adverse. L'espérance de vie d'un pilote de chasse, c'était 3 jours. Autre chose, l'espérance de vie d'un combattant, finalement, par moment, augmente avec le temps passé au front, parce que je lisais des traités qui montraient très bien la manière dont les combattants de 14 se déplaçaient. L'adaptation cinématographique des croix de bois le représentait très bien, un peu courbé en courant. Ce sont des réflexes que vous n'avez pas au début du combat malgré l'entraînement. Donc, effectivement, nous ne sommes absolument pas prêts pour un combat de haute intensité qui consommerait énormément d'hommes, de matériel, mais aussi de munitions. C'est là où nous avions commis un rapport qui avait fait du bruit, et j'espérais qu'il y aurait une filière de munitions qui serait remise en France que nenni. Une grande entreprise française, Manurin, a été vendue aux Émiratis au lieu de relocaliser la production de munitions de petits et de moyens calibres. Nos frégates n'avaient pas assez de missiles en stock pour être à la dotation complète sur l'ensemble de nos frégates. Donc nous avons à peine quelques jours de combat pour quelques unités en munitions. Donc il faudrait relancer une industrie. Relancer une industrie, ça veut dire réimplanter des lignes de production, entraîner également des ouvriers qualifiés, les recruter. C'est 20 ans. De travail. C'est 20 ans, Nicolas. C'est 20 ans. Et oui.
Jacques Auguin, je vous sens consterné là par... Non, mais je suis d'accord avec ce que vient de dire Nicolas, dans les grandes lignes, évidemment. Il y a un problème en tant que terrien auquel je suis très sensible quand on voit ce qui se passe sur le terrain aujourd'hui en Ukraine. C'est le problème de l'artillerie. La France a fait une impasse sur l'artillerie depuis 30 ou 40 ans. Et en plus, on a une toute petite artillerie et on en donne la moitié aux Ukrainiens. Donc, je veux dire, tout ça est incohérent. C'est le mot qui revient à mon esprit le plus évidemment. Voilà. Pour illustrer ce que vient de dire Jacques Auguin, c'est très important. Nous avions été quelques-uns alertés sur la possibilité de la disparition de la capacité industrielle à produire des tubes d'artillerie. Parce que ça a été dit, quand vous avez une arme qui tire, il y a inévitablement de la chaleur, des déformations, il faut changer les tubes assez régulièrement. Il nous reste à peu près 20 automoteurs d'artillerie de 155 mm sur châssis de MX-30, donc ils sont assez vieillissants. Et nous avions une soixantaine de César opérationnels. Ça fait à peu près maximum 80 bouches à feu. C'est pas rassurant. Et puis, il restait à peu près, je crois, une dizaine de lanceurs multiples de roquettes. Donc, ce n'est pas avec ça que vous avez la puissance de feu dans laquelle les Russes excellent, même depuis l'ère napoléonienne. L'artillerie russe était toujours extrêmement fournie, extrêmement nombreuse. Mais là, vous nous parlez vraiment d'une armée pauvre, en fait. Oui, c'est une armée pauvre. C'est une armée pauvre par les... Vous savez, les budgets, on a parlé de la réévaluation des budgets militaires, mais en fait, c'est une remise à niveau. C'est absolument pas une montée en puissance en vue d'une capacité à atteindre au combat de haute intensité, comme le déclare l'actuel CEMA, le général Burkhardt, depuis maintenant 2020, je crois. Il s'est prononcé plusieurs fois là-dessus. Mais en fait, c'est une remise à niveau laborieuse qui n'est pas garantie chaque année. Ça, c'est un domaine que Nicolas connaît bien mieux que moi, comme député, comme ancien député. Mais donc, on voit bien les difficultés. Je vous citais l'exemple du Griffon, qui est le véhicule de combat de l'infanterie aujourd'hui. Quand vous pensez que dans un régiment d'infanterie professionnalisé, il y a de quoi équiper une compagnie et on fait tourner les matériels pour que chacun puisse s'entraîner sur ce matériel, c'est gravissime. C'est gravissime. On est très loin. Et moi, je dis, il va falloir 20 ans si on veut. Mais ça veut dire une vraie volonté politique, et je ne suis pas sûr de cette vraie volonté politique, de remonter en puissance d'un outil de défense qui soit un outil de défense adapté aux enjeux modernes, comme on le voit. Indépendamment du fait de savoir si on choisit le bon ennemi ou le mauvais ennemi, ça c'est encore un autre problème qui est très politique, mais je veux dire, d'un point de vue purement professionnel et militaire, on est très 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 loin du compte. Et c'est ça qui m'inquiète beaucoup dans les propos de nos responsables politiques aujourd'hui. Alors, vous vous souvenez certainement du coup d'éclat du chef d'état-major des armées en 2017, Pierre de Villiers, lequel avait démissionné à cause des restrictions budgétaires de l'armée annoncées par le gouvernement. Cette démission a-t-il servi à quelque chose ? Est-ce qu'elle a eu des répercussions positives au moins sur le budget de l'armée ou pas du tout ? Il n'y a eu aucune évolution depuis. Enfin, mon avis. Vas-y Nicolas. Nicolas, lui. À mon avis, non. Je ne veux attaquer personne, mais nous étions aussi quelques-uns à nous interroger sur le type d'entreprise et la nationalité de l'entreprise pour laquelle le général de Villiers, que j'aimais beaucoup, a travaillé depuis. Oui. Nous étions certains à nous dire que ce ne serait pas vu sous le général de Gaulle, pour une entreprise américaine. Oui, il en est parti assez vite quand même, pour être honnête. Hein. Oui, mais si tu veux, c'est tout de même... Tout cela est une question d'économie, mais une question budgétaire. Il y a deux choses que je voudrais dire. La première, ne pas se focaliser sur la guerre actuelle non plus. Parce que ce qui me fait souci, c'est également la capacité d'accès aux matières premières et de protection des voies de communication maritimes. Avec une flotte qui est extrêmement réduite, nous avons de très bons marins, un très bon niveau d'entraînement. Mais je voudrais dire, par exemple, que la marine allemande n'avait pas assez d'hommes pour équiper et faire fonctionner tous ses sous-marins à propulsion classique. Et la marine britannique, à un certain moment, il y a quelques années, a dû faire appel à des marins français pour pouvoir tourner. Une marine, c'est 30 ans pour la mettre en service. Et je comprends la préoccupation sur la guerre aéroterrestre en Ukraine, mais je reste très soucieux de l'accès aux matières premières sur la planète et des libertés de voies de communication maritimes, qui devraient être un accès stratégique majeur pour un pays comme la France. En outre, je ne sais pas quelles seront les répercussions à long terme
pas immédiate, mais à long terme, dans la population russe et dans les secteurs de la Russie qui vont être touchés par la mort de jeunes gens, en particulier dans des zones qui touchent au Caucase. Donc une guerre aujourd'hui, la vraie question, c'est de savoir c'était le titre d'un livre que je n'ai point lu, est-ce qu'une guerre est gagnable aujourd'hui ? Qu'est-ce que ça signifie de gagner des territoires qui vont être pollués par les obus, les munitions ? C'est là où je dis que cette guerre est une perte de temps monstrueuse pour le continent européen, et je ne vois qu'un vainqueur de cette guerre à terme, c'est la Chine. Jacques Auguerre. Moi, je suis d'accord avec toi dans les grandes lignes. Alors d'abord sur la marine. La marine française est faible en volume, là aussi, et on est bien d'accord, surtout quand on est le premier ou le deuxième, ça dépend des points de vue, Oui. Domaine maritime mondial, on est bien d'accord. Oui. Pour ce qui est de la guerre elle-même en Ukraine, c'est une tragédie, c'est évident. Je pense que les pertes, en particulier côté ukrainien, sont monumentales, elles sont cachées mais monumentales, et l'Ukraine de demain ne sera évidemment pas l'Ukraine qu'elle était avant le début de ces hostilités. Ces hostilités, moi j'ai écrit ce livre pour en pointer à mon avis, ceux qui sont les vrais responsables. Et je regrette bien sûr qu'on fasse de la surenchère à la guerre et de l'escalade dans le verbe qui peut nous amener à l'escalade dans les armes, dans le fracas des armes. Et je suis complètement d'accord avec toi. Il est temps que tout ça s'arrête et que la négociation l'emporte. Je l'ai dit, je crois, il n'y a pas très longtemps, et je l'ai répété à ce colloque en Serbie auquel je participais. En tant que soldat, je peux dire que la diplomatie, c'est quand même beaucoup mieux que la guerre. Voilà. Donc c'est à ça qu'il faut tendre. Et malheureusement, j'ai l'impression que nos autorités, civiles et militaires, hélas, pour ce qui est des grands chefs, suivent un peu cette tendance de va-t-en-guerre qui, à mon avis, est gravissime. Vous trouvez qu'il y a une fracture entre le pouvoir et l'armée, entre le politique et le militaire, Jacques Auguerre ? Non, je considère que alors, tout à l'heure, Nicolas parlait de la discipline. C'est vrai qu'on disait autrefois que la discipline fait la force principale des armées. C'était dans le règlement de discipline générale. C'est vrai. Alors, donc, les chefs militaires, ils n'ont pas 50 solutions. Soit ils obéissent au pouvoir politique, ils sont là a priori pour ça, mais leur devoir fondamental, leur devoir de chef militaire, leur rapport de chef militaire face aux politiques, est bien de mettre en garde le politique, de conseiller le politique et de lui dire quand il se trompe et quand il met en danger gravement les intérêts supérieurs du pays. Voilà ce que je veux dire. Donc, un chef militaire où il accepte, il assume, où il se démet, comme l'a fait Pierre de Villiers. Oui. Alors je le disais tout à l'heure, il y a aussi cette crise du recrutement. Il manque aujourd'hui entre 2000 et 2500 militaires, si mes chiffres sont bons, dans l'armée française. L'armée de terre. Dans l'armée de terre. Ah oui, rien que dans l'armée de terre en fait. Oui. Ça vaut aussi pour les officiers. Quelles sont les raisons de cette crise, Jacques Auguerre ? Je pense qu'il y a... Alors, on le disait tout à l'heure, après Nicolas nous donnera son avis, mais moi je pense qu'il y a un aspect moral à tout ça et un aspect condition militaire. La condition militaire... Les officiers, sous-officiers et hommes du rang ne sont pas très très bien traités par rapport, j'allais dire, à leurs homologues. J'ai peine à dire ça parce que je ne vois pas beaucoup de rapport entre les fonctionnaires et les militaires, sauf la fin de la terminaison qui est la même. Mais je pense qu'il y a un problème de conditions militaires et on leur demande beaucoup dans une armée professionnalisée comme c'est aujourd'hui. Et ça crée d'énormes problèmes familiaux, d'énormes problèmes de stabilisation sociale, etc. Mais ça, c'est un point. Mais il y a aussi l'aspect moral, c'est-à-dire pour quelle cause je dois me dévouer. Je dois dire que le French bashing, pardon, je suis sur Radio Courtoisie et j'emploie un néologisme britannique. Mais ce French bashing en Afrique aujourd'hui atteint aussi le moral des militaires. Je veux dire que les militaires se sont beaucoup donnés. Oui. Quelle que soit la bonne ou mauvaise politique qui a été menée en Afrique, et on pourrait en parler, mais je pense qu'ils ont beaucoup donné. Il y a eu des morts, des blessés, il y a des gens qui sont aux invalides jeunes et dont la vie est fracassée à cause de leur engagement militaire courageux au service du pays, tout le monde les oublie. Et je pense que aujourd'hui, on leur ferme en même temps des horizons qui faisaient partie de la motivation de ces jeunes engagés, de ces jeunes sous-officiers, de ces jeunes officiers. C'est pour ça que je pense qu'il y a il y a un peu une crise morale, oui, je pense, dans l'armée de terre aujourd'hui en particulier. Je connais moins bien
J'ai quelques membres de ma famille dans la marine, pas du tout dans l'armée de l'air, mais je pense qu'il y a un peu de cette crise morale qui affecte nos jeunes camarades. Voilà. Vous l'analysez de cette façon, vous aussi, Nicolas Dhuicq ? Oui, je l'analyse tout à fait de cette façon, mais dans une société qui, généralement, malheureusement, m'inquiète dans son évolution, parce que actuellement, ça semble avoir un lien direct, mais j'ai un service de pédopsychiatrie, je vois beaucoup de parents et beaucoup d'adolescents, de préadolescents et d'enfants, et je constate que les nouvelles générations sont formées à ne fonctionner évidemment que dans l'immédiateté. Or, pour s'engager, il faut avoir des racines, il faut avoir avec ces racines une capacité de projection dans l'avenir. Et s'engager dans les armées signifie d'une part accepter des frustrations, c'est-à-dire accepter de recevoir des ordres. Or, le chef de corps d'un régiment nouvellement créé sur une ancienne circonscription me disait que sur, je ne sais plus, mettons, sur 10 engagés, il avait 3 jeunes qui partaient au bout de quelques semaines parce qu'ils n'avaient jamais fait un lit de leur vie, ils n'avaient jamais reçu un ordre de leur vie. Il y a aussi cette question. Vous avez le même phénomène dans des tas de corps dans la société avec cette absence d'inscription temporelle, généalogique, d'inscription dans le temps, de rattachement à une histoire nationale, qu'elle soit fantasmée ou non. Et les jeunes générations, si vous voulez, n'ont plus d'enseignement d'histoire chronologique. Je crois que c'est très, très important. C'est-à-dire qu'on va demander à des jeunes de fonctionner comme s'ils avaient déjà plusieurs années de plus. Finalement, on ne leur enseigne pas d'histoire, mais historiographie avant qu'ils ne donnent l'histoire du pays dans lequel ils habitent, qu'ils en soient originaires depuis plusieurs générations ou non. Donc fatalement, quand vous vous engagez, vous rentrez dans un monde qui est beaucoup plus contraint, avec des limites. Et puis, ce que disait Jacques, il y a aussi la question du prestige de l'uniforme. Vous avez le même phénomène dans le métier auquel j'appartiens, le métier de médecin au sens large du terme, où vous avez des patients qui viennent maintenant consommer, d'autant plus que le niveau hospitalier, les consultations sont gratuites, donc dans une société très marchande, tout ce qui est gratuit n'a plus aucun sens. Et même si le niveau de confort matériel des jeunes engagés s'est amélioré par rapport à ce que j'ai connu au service militaire, malgré tout, effectivement, vous avez aussi des questions financières, dès que ces gens veulent se marier, avoir des enfants, les soldes ne sont pas très élevés. Et là, nous retombons dans le problème macroéconomique de ce pays, avec des salaires qui sont bas en comparaison d'autres pays dans les tas de métiers. Ouais. Donc la question, elle est macroéconomique, c'est-à-dire savoir quel type de société nous voulons, comment nous rémunérons également les professions intellectuelles, comment nous rémunérons ceux qui, par rapport à d'autres, sont amenés à faire plus de sacrifices, jusqu'à ce que l'on appelle le sacrifice ultime. Quel prestige nous donnons finalement à toute personne qui n'est pas dans un système totalement marchand et qui considère qu'il y a des éléments, des domaines qui sont plus grands que nos vies individuelles. Alors, Jacques Hogar, il nous reste 1 minute. En gros, pour résumer, l'état de l'armée française, pauvre, pas assez d'hommes, peu de moyens. Comment vous êtes inquiet pour l'avenir de l'armée ? Je suis inquiet, bien sûr, je suis inquiet pour l'avenir de mon pays. D'ailleurs, d'une manière générale, comme vient de l'évoquer Nicolas, on ne prend pas les bonnes... Ça commence par la destruction de la cellule familiale, ça se poursuit par la destruction de l'éducation nationale. Et donc, il ne faut pas s'étonner après, quand on se retrouve à l'aube de sa vie active, et en particulier dans un métier qui est le métier des armes, on se retrouve dans une position un petit peu inconfortable. Donc, pour moi, oui, bien sûr, je suis patriote, j'aime mon pays, je suis navré de le voir affaibli, de le voir affaibli matériellement et affaibli moralement. Et je pense que... il y a une vraie responsabilité des politiques depuis des décennies. Je dirais que tout a commencé avec M. Giscard d'Estaing, mais ça s'est aggravé avec M. Fabius et ses dividendes de la paix d'un point de vue militaire. Et je pense qu'il y a un urgent besoin de redressement du pays sur la capacité de nos armées, mais en ne nous trompons pas d'ennemis
et en ne faisant pas d'une guerre qui n'est pas la nôtre un cheval de bataille. Voilà ce que je pense vraiment profondément. Merci beaucoup, messieurs. Merci Nicolas Dhuyghe, vous êtes ancien député LR de l'Aube, auparavant membre de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées. Jacques Hoggard, ancien officier supérieur de l'armée française, ayant participé à de nombreux conflits en Afrique et en Europe. D'ailleurs, on vous recevra une nouvelle fois pour parler des conflits en Afrique, du retrait des troupes françaises, etc. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup.